Merci à tout le monde d'être là. Je m'attendais honnêtement pas à un aussi grand intérêt pour ma présentation de ma thèse. Merci de prendre votre heure de dîner pour venir m'écouter. Merci SASFAM de me donner l'opportunité de présenter ma thèse. Comme Anne-Marie l'a dit, moi je vais vous présenter une petite parcelle des résultats de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en novembre dernier. Un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal et j'étais dirigée par Marie-Marthe Cousineau de l'Université de Montréal et co-dirigée par Madeleine Lambolé de l'Université de Moncton. Le titre de ma thèse, c'est les parcours d'agentivité des survivantes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle au Québec. Je vous avertis, il y a des extraits de verbatim qui peuvent être parfois difficiles à lire. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous si vous en ressentez le besoin. On va commencer. Les objectifs de ma thèse, c'était de documenter les parcours d'agentivité des survivantes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, d'explorer les stratégies de résistance et d'adaptation mises en place durant la situation de traite et après, comprendre l'articulation entre l'agentivité et les vulnérabilités induites structurellement durant la situation de traite de personnes et après, et analyser l'impact des domaines de pouvoir qui structurent les parcours des survivantes. Dans le cadre de cette présentation-ci, je vais seulement m'attarder sur le premier sous-objectif qui était d'explorer les stratégies de résistance et d'adaptation mises en place durant la situation de traite de personnes et après. Traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Je me suis seulement concentrée sur traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle et non pas travail forcé ou tous les autres types. Donc, qu'est-ce que la traite de personnes? Attends un peu, je vais me tasser. OK. Euh, qu'est-ce que c'est la traite de personnes? Il y a l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime qui a défini la traite de personnes dans le protocole de Palerme. Cette définition-là comprend trois composantes centrales, soit l'acte, le moyen et le but. On décrit l'acte comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, la menace de recours, le recours à la force ou toute autre forme de contrainte constitue le moyen par lequel un trafiquant arrivera à son but, soit l'exploitation d'autrui. La traite de personnes ne se limite pas à l'exploitation sexuelle, mais aussi au travail forcé, à la servitude domestique, au mariage forcé ou encore le prélèvement d'organes. Dans la littérature, il y a une multitude de chercheurs qui ont entrepris de conceptualiser qu'est-ce que c'est la traite de personnes. Mais dans le cadre de ma thèse, moi, je base ma conceptualisation de la traite de personnes principalement sur deux modèles. La conceptualisation de Beatson, Henley et Ricard-Gay, qui ont conceptualisé la traite de personnes de manière que je trouvais particulièrement claire et intéressante. Eux, ces auteurs-là l'ont fait dans le cadre du travail forcé, mais dans ma thèse, comme je considère le travail du sexe comme pouvant être un métier, pour tenir compte de la multitude des vécus en lien avec l'industrie du sexe, dans ce contexte-là, je peux utiliser leur conceptualisation. Il y a traite de personnes lorsque exploitation et coercition sont réunies. L'exploitation, ici, ça veut dire de changer la nature du travail pour en retirer un profit injuste. Et la coercition, c'est un acte ou un contexte qui garde la personne enfermée dans une situation de travail injuste. Cette définition-là permet de cibler clairement les éléments centraux de la traite de personnes et évite de mettre l'accent sur la nature de l'exploitation, dans le cadre de cette thèse-ci, c'est l'exploitation sexuelle. La deuxième conceptualisation que j'ai utilisée pour définir la traite de personnes dans ma thèse, c'est Wingwana, Walker et Etchard qui s'efforcent de définir la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle de manière à rendre compte de la multitude des vécus des personnes dans l'industrie du sexe et ou en situation de migration. Donc, ça permet d'analyser la traite de personnes au sein même de l'industrie du sexe. C'est lorsqu'une personne se trouve au croisement de l'exploitation, de l'industrie du sexe et de la migration qu'on se trouve en présence de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Euh,
comme je l'ai mentionné, dans le cadre de la traite de personnes, ce n'est pas le travail du sexe. Le travail du sexe qui désigne un échange consensuel de services sexuels entre adultes contre de l'argent ou des biens. Euh, la traite de personnes à des fins... euh, non, ça marche pas. Donc, c'est ça. Dans le fond, dans ma thèse, je considère que le travail du sexe peut être une forme de métier faisant partie des choix disponibles pour subvenir à ses besoins. Donc, le travail du sexe sans contrainte ni exploitation ne devrait pas être considéré comme de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Euh, j'ai aussi utilisé le terme tiers exploiteur pour définir les personnes qui exploitent les survivantes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. C'est pour reconnaître, dans le fond, la variété des personnes tierces impliquées dans l'industrie du sexe, euh, en spécifiant que ces personnes-là sont les exploiteurs. J'ai voulu marquer la différence entre les autres personnes tierces qui organisent de toute autre manière les services sexuels d'une travailleuse du sexe. Euh, la traite de personnes, ce n'est pas non plus le trafic de migrants, qui est entendu comme le passage clandestin de migrants. Les personnes migrantes vont verser un montant aux passeurs qui va leur permettre, d'arriver dans un nouveau pays illégalement. En théorie, le trafic de migrants s'arrête lorsque les migrants clandestins arrivent à destination. Toutefois, il ne faut pas nier l'existence d'exploitation sexuelle et de violences sexuelles subies pendant le déplacement et les deux phénomènes, soit la traite de personnes et le trafic de migrants, peuvent se chevaucher. Il y a ensuite le concept de victime idéale que je mets entre guillemets, qui est particulièrement important dans ma thèse. Le terme victime a longtemps été prédominant dans la littérature scientifique. Toutefois, on associe le concept de victime à l'innocence, la vulnérabilité, le manque d'agentivité, euh, euh, tandis que le terme survivante va davantage être associé à la force, à la guérison face à la violence vécue. Euh, il reste que le terme victime en soi a son importance puisqu'il s'agit d'un terme légal qui garantit certains droits. Donc, il peut être avantageux d'utiliser le terme victime à certains moments, étant donné la connotation de vulnérabilité et de passivité associée à ce terme-là. Euh, Quand on parle de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, il y a un discours dominant vraiment important euh, qui va dépeindre une victime idéale comme étant passive, innocente, souvent par une jeune fille. On peut même aller à dire blanche, qui est particulièrement vulnérable et innocente, puis qui a besoin de se faire sauver par quelqu'un. Ce qui, En ayant ce discours dominant-là qui dépeint une victime idéale, ça va faire en sorte que toutes les personnes qui ne cadrent pas dans cette image, qui vont être considérées comme soit des victimes suspectes ou des mauvaises victimes, on s'entend, là, c'est pas... euh, dans le fond, en leur donnant c'est parce qu'on leur attribue une part de responsabilité dans ce qu'elles ont vécu. L'image de la victime passive nie toute et toute stratégie individuelle pour survivre et se sortir de la situation. Donc, vous comprendrez que ma thèse va essayer, mon but en tout cas, c'était clairement d'essayer de déconstruire cette vision de la victime idéale par le fait même, tu sais, la dualité victime idéale et mauvaise victime, en montrant que les survivantes de traite vont agir, puis elles sont pas passives face à la violence qu'elles vivent tout au long de la situation de traite de personnes. Donc, c'était vraiment pour venir casser cette vision qu'on a des survivantes de traite de personnes. Donc, pour ce faire, j'ai analysé mes données à partir de la matrice de l'agentivité et des vulnérabilités qui a été euh, conceptualisée par Showden et Magic. Donc, l'agentivité, c'est généralement compris comme la capacité individuelle ou collective d'une personne à agir de manière autonome et déterminée dans une situation donnée. Euh,
pour rendre compte de l'agentivité des survivantes de traite de personnes, tout en reconnaissant les violences directes et indirectes qu'elles subissent à travers la situation de traite de personnes. J'ai mobilisé la matrice de l'agentivité et des vulnérabilités. Cette matrice-là s'inspire de l'intersectionnalité et des théories de l'agentivité, euh, en ayant comme postulat que l'agentivité n'est jamais totalement absente. Euh, Cette matrice-là permet de prendre en compte les différents domaines de pouvoir qui vont structurer les parcours des survivantes et de mettre l'accent sur la survivante plutôt que sur l'aspect sexuel de son expérience. On s'intéresse particulièrement aux vulnérabilités induites structurellement qui modulent le recrutement, euh, l'articulation de l'agentivité durant l'expérience de traite et le parcours de reprise de pouvoir. On va s'intéresser aux facteurs individuels, aux facteurs sociaux, structurels et situés qui vont influencer les parcours des survivantes. Euh, la matrice de l'agentivité et des vulnérabilités permet de constater que des violences sont reproduites par les structures de pouvoir, mais reconnaît tout de même qu'à travers celles-ci, l'agentivité est possible, puisque la domination n'est jamais totale. J'ai ensuite mobilisé les théories de la résistance telles que conceptualisées par Scott. Euh, la résistance va être conceptualisée à partir de trois notions centrales, soit la notion d'action, que ce soit verbale, cognitive, psychologique, la notion d'opposition à quelqu'un ou à un système, et va toujours prendre place dans une dynamique de pouvoir contre laquelle une personne ou un groupe va s'opposer par différentes actions. Je me suis particulièrement intéressée à la résistance quotidienne. Ça, c'est une résistance, si on veut, de tous les jours qui est, dans le fond, qui prend place au quotidien plutôt que des grandes manifestations ou des grandes confrontations publiques. Il s'est donc penché à étudier la résistance quotidienne qui définit comme les armes ordinaires des groupes relativement sans pouvoir, comme par exemple traîner des pieds au travail, le sabotage. Ce type de résistance demande peu de coordination, de planification et est souvent individuel. Ça s'intègre à la vie sociale et fait partie de la normalité. Scott soutient que ces tactiques de résistance clandestines-là, ils vont être, voyons, ils vont être clandestines et dissimulées dans des situations de domination comme l'esclavage, dans le but de permettre aux personnes dominées de s'opposer et de tendre vers une émancipation. Ce sont des pratiques de résistance discrètes. Il va les nommer comme étant le texte caché. Euh, Dans le fond, le texte caché, c'est les pratiques de résistance quotidienne clandestine. Et il va avoir le texte public qui va correspondre aux attentes de la classe dominante et des comportements attendus par la classe dominée. Donc, on assiste à une performance publique où les dominés jouent le rôle attribué par les dominants. Fait que si on porte seulement attention au texte public, on pourrait croire que les personnes dominées se soumettent aisément au pouvoir des dominants. Euh, Cette soumission-là permet notamment d'éviter tout type de punition. Mais lorsqu'on s'intéresse au texte caché, là, on va être capable d'envisager la domination dans toute sa complexité. Euh, Lorsque les dominants se rendent compte du texte caché, donc des stratégies de résistance quotidienne qui vont être mises en place, ils vont s'assurer de modifier les comportements attendus pour toujours renforcer leur domination et assurer la soumission des personnes dominées. Donc ça, c'était le cadre théorique. Euh, Ma thèse se base sur les trajectoires de vie de 6 survivantes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Elles ont été recrutées de mars 2019 à juin 2022, plus particulièrement via des pairs un recrutement par les pairs, surtout en ligne, dans le fond. Pour que je puisse entrer en contact avec elle, ou plutôt qu'elle prenne contact avec moi. Les entretiens étaient de type récit de vie. C'était inspiré de l'adaptation qualitative des calendriers d'historique de vie de Nelson, où il y avait un soutien visuel qui était mis à disposition. Comme ça, la femme pouvait soit reconstruire, tu sais, dessiner un peu sa trajectoire de vie,
ou bien utiliser des photos pour, dans le fond, le but, c'est avec ce soutien visuel-là, on est capable de rebâtir, si on veut, autour, tu sais, dans le fond, raconter quand est-ce que cette photo-là a été prise, puis là, ça nous permet de reconstruire la trajectoire de vie. Il y avait une première entrevue euh, où c'était vraiment la trajectoire de vie et une entrevue de rétroaction que j'ai fait avec seulement deux survivantes qui permettait de un peu valider, si on veut, mon analyse ou la trajectoire telle que je l'avais compris lors de la première entrevue. Fait qu'elles pouvaient valider ou venir renchérir sur des événements précis. C'était des entretiens non directifs où la consigne de départ, c'était seulement peux-tu me parler de ta trajectoire de vie en lien avec la situation de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle? Et ensuite, la survivante commençait ou elle considère que sa trajectoire de vie en lien avec la traite de personnes euh, les événements, dans le fond, qui étaient pertinents en lien avec ça. Donc, c'est elle qui débutait avec l'événement. Tu sais, c'est pas moi qui lui disais, parle-moi de ton enfance et blablabla. C'était vraiment, elle commence où elle veut. Et ensuite, moi, mon rôle, c'était seulement de guider un petit peu l'entrevue en demandant un peu de m'expliquer un peu plus de telle chose ou, tu sais, juste relancer la conversation. Les entrevues ont duré entre 1 heure et 4 heures et demie, avec environ une moyenne de 2 heures et demie d'entretien par survivante. Donc, dans le cadre de ma thèse, il y a comme deux parties, si on veut, à mes résultats. La première partie, c'est plutôt d'adopter une lecture classique des récits où on conçoit l'enchaînement des différents éléments qui caractérisent les parcours des survivantes de traite. Donc, je me suis, j'ai quand même cherché à comprendre c'était quoi les éléments préalables à la traite de personnes, les éléments déclencheurs et tout ça. Je vais quand même passer relativement rapidement sur ces éléments-là parce que c'est assez bien défini dans la littérature. J'ai appréhendé la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle à partir du continuum des violences faites aux femmes. En effet, à travers les récits des survivantes, on est à même de le voir. On va, dans le fond, toutes les survivantes rencontrées ont vécu des parcours de violence qui vont bien au-delà de la traite de personnes et vont vivre voyons, la violence avant, pendant et après la situation de traite de personnes. Toutes les survivantes rencontrées ont grandi dans des milieux marqués par l'instabilité, notamment l'instabilité résidentielle, émotionnelle, la consommation problématique des parents. Euh, soit plusieurs déménagements, jongler entre des séjours chez un parent, puis ensuite en centre jeunesse, etc. Ensuite, il y a aussi les survivantes. Toutes les survivantes ont grandi dans des milieux de vie empreints de violence. Donc, que ce soit l'exposition à la violence, mais également les violences vécues, violences psychologiques, physiques et sexuelles. Il va avoir euh, c'est ça. Il y a beaucoup plus de détails dans ma thèse. Si je pense que Xenia va partager le lien pour aller consulter ma thèse. Mais c'est ça. Des milieux de vie empreints de violence, beaucoup de violences vécues avant la situation de traite de personnes. Les éléments déclencheurs menant au recrutement, c'est soit les fugues, euh, il y a aussi l'accumulation d'agressions sexuelles. Donc, pour des survivantes, il y en a qui ont dit, ben, tu sais, tant qu'à euh, me faire agresser, ben, je vais au moins recevoir, tu sais, tant qu'à me faire agresser, je vais offrir des services sexuels, puis au moins avoir de l'argent en échange. Et dans le fond, en étant dans l'industrie du sexe de cette manière-là, ben, elles vont éventuellement se faire recruter par un tiers exploiteur et les besoins financiers aussi pour des survivantes. La majorité vont dire, ben, j'avais besoin d'argent, donc je suis allée dans l'industrie du sexe et éventuellement rencontrer un tiers exploiteur qui va les exploiter plus tard. Euh, oups. OK. Il y a aussi, j'ai documenté également les moyens pour contraindre une personne à l'exploitation.
Donc, les contraintes physiques, que ce soit par la violence ou par le contrôle du corps. Le contrôle du corps, ce que je veux dire par ça, c'est soit la séquestrer. Il y a une des survivantes qui a été séquestrée, mais sinon, ça va être aussi le contrôle on va s'assurer d'offrir un logement le tiers exploiteur va offrir un logement à la survivante en étant certain d'avoir toujours comme accès à ce logement-là, contrôler tous ses déplacements, donc avoir un chauffeur qui l'amène du point A au point B, à aller faire les services sexuels chez les clients. Il va avoir également les contraintes psychologiques, donc détruire l'estime de soi, valoriser la survivante à quel point elle est bonne, il y a aussi, mais pas dans tous les cas, l'établissement d'une relation amoureuse. Il va avoir également les contraintes économiques, donc soit l'assouvissement par la dette, donc commencer à créer une dette pour qu'à un moment donné, la dette soit rendue tellement grande qu'on pousse la personne à aller faire des services sexuels, alors qu'au début, c'était pas nécessairement ça. Et il va avoir la gestion par autrui de l'argent. Donc, pour certaines, il n'y avait aucun argent qui passait par leurs mains, ou elles ont tellement été comme drillées, là, c'est pas le bon mot, mais à donner tout l'argent tout le temps. Donc, elles gèrent elles ont aucun argent à gérer. Et il va y avoir aussi la contrainte par la consommation, donc utiliser la consommation pour rendre la personne plus manipulable, plus contrôlable. Euh, Ensuite, il y a avec la fin de la traite de personnes, c'est pas nécessairement non plus dans leur trajectoire la fin des violences. Donc, pour toutes les survivantes, elles vont avoir soit vécu de la violence conjugale ou d'autres violences sexuelles après être sorties de la situation de traite de personnes. Donc, c'est pour ça que moi, j'y voyais vraiment le continuum des violences faites aux femmes parce que il y a de la violence avant, pendant la traite et après systématiquement. Après, ça reste basé sur 6 trajectoires de vie. C'est pas, on peut pas généraliser les résultats à l'ensemble des survivantes de traite de personnes, là. C'est pas une étude généralisable, mais ça donne quand même des bonnes pistes sur leur trajectoire. Ensuite, les parcours d'agentivité des survivantes, selon moi, c'est là où ma thèse innove en matière de recherche sur la traite de personnes parce que au lieu dans le fond, la première partie des résultats offrait comme une lecture classique de toutes les études sur la traite de personnes, alors que moi, quand j'écoutais les survivantes parler, je me disais, mais ça n'a pas de sens qu'on continue de donner une image des survivantes qui sont passives puis qui sont là à attendre de se faire sauver par soit les policiers ou tu sais, que l'État vienne les sauver, alors que quand ils me parlent, il y a plein de stratégies de résistance. Ils sont pas là passives à attendre qu'on vienne les sauver. Ils mettent plein de choses en place pour justement survivre, résister et passer à travers, puis réussir à s'en sortir, dans le fond. Moi, ce que je voyais, c'était que à travers les différentes stratégies de résistance qu'ils vont mettre en place, à un moment donné, il va y avoir une opportunité qu'ils peuvent saisir de soit d'aller voir la police ou en tout cas, de mettre fin à cette situation de traite de personnes-là. Là, je suis pas en train de mettre la responsabilité de la fin de la traite de personnes sur les survivantes. C'est vraiment pas ça mon but, mais c'est plutôt de mettre l'accent sur ces victimes, ces survivantes-là ne sont pas passives à la violence qu'elles vivent. Elles vont résister, elles vont tenter de se protéger du mieux qu'elles peuvent et être en mesure de saisir les opportunités de se sortir de la traite de personnes quand il y en a une et quand elles sont rendues là. Donc, il y a différentes stratégies de résistance qui sont mises en place durant la traite de personnes. Donc, je me suis penchée, c'était comme une lecture différente des parcours de vie en essayant de voir comme l'enchaînement des stratégies puis comment ça, ça fait en sorte que découle la fin de la situation de traite. Donc, il y avait les stratégies de résistance immédiate à la violence. Donc, le plus classique, si on veut,
résister autant que possible lors d'une agression physique, sexuelle, de de répondre aux tiers exploiteurs, de pas se laisser faire, en gros, là. Donc, ça, c'est quand même la stratégie de résistance la plus documentée, si on veut. Ensuite, il y a des stratégies de résistance quotidienne euh, qui va, euh, dans le fond, oups, OK. Les stratégies de résistance quotidienne, ça, c'est ceux qu'on voit moins, mais qui vont permettre quand même de tenir bon. Par exemple, il y avait une des survivantes qui avait qui était en situation de traite de personnes avec une autre de ses amies. Les deux, elles étaient prises, séquestrées, puis par leur regard, elles se regardaient pour comme se soutenir émotionnellement. Euh, donc ça fait partie d'une des stratégies de résistance voyons, quotidienne. Il y avait aussi ici Charlotte qui dit qu'elle avait marqué tous les clients, tous les montants qu'elle avait donné à son tiers exploiteur. Par exemple, tel client a marqué qu'elle avait fait 200 $. Fait qu'elle avait la liste, euh, pas de toutes, mais quand même de plusieurs clients et tout l'argent qu'elle avait donné. Donc, elle comptait combien d'argent elle avait fait, ce qui lui a été particulièrement utile quand elle a porté plainte contre son tiers exploiteur. Il y avait une autre des survivantes qui comptait aussi parce que elle, son tiers exploiteur lui disait qu'elle avait une dette de, par exemple, 5 000 $. Ben, elle comptait combien d'argent elle lui avait donné. Fait qu'à un moment donné, elle est juste allée voir puis en disant, ben, je pense que j'ai repayé ma dette parce que, tu sais, j'ai compté les montants que j'avais faits et voici, tu sais, j'ai fini. Mais clairement que là, à ce moment-là, le tiers exploiteur n'a pas dit, ah ben oui, tu sais, c'est beau ta dette éclairée, mais plutôt, non, non, t'as oublié de compter telle affaire, telle affaire, telle affaire, ta dette, elle s'accumule, puis t'as pas clairé ta dette, t'es plutôt rendu à 20 000. Donc, euh, il va toujours réaffirmer son pouvoir en modifiant un peu les règles du jeu. Il y avait la stratégie de résistance quotidienne que j'ai nommée juste survivre, là. Fait que ça, c'est individuellement quand, par exemple, elles vont vivre de la violence, ben, elles vont penser à autre chose, elles vont tenter euh, c'est ça, comme l'extrait ici, de se rappeler du visage de son ami, t'essayes juste de survivre, faut pas que je meure, puis de se concentrer vraiment sur autre chose, puis essayer juste de survivre, puis que ça passe et que euh, ben c'est ça, que ça passe puis pas juste survivre. Euh, il y a ensuite toutes les stratégies pour tenter d'éviter la confrontation. Donc, notamment de se soumettre. Toutes les survivantes que j'ai rencontrées ont dit c'est pas mal plus simple pour moi de me soumettre à ce qu'il me demande, de pas ostiner, plutôt que de tout le temps être en confrontation avec, parce que sinon, ben, il va augmenter la violence, il va augmenter le contrôle. Donc, en se soumettant, euh, les survivantes, c'est une manière pour elles de se protéger. Euh, Dans ça, ce que je trouve particulièrement comme important de mettre de l'avant, c'est que elles se soumettent consciemment. Tu sais, c'est conscient leur réflexion de se dire, je suis aussi bien de juste rien dire, de faire ce qu'ils me demandent, comme ça, j'évite de vivre plus de violence. Tu sais, tandis que si on pense que la soumission, c'est euh, comment dire? C'est pour pas, dans le fond, elles le font consciemment, elles sont conscientes qu'elles se soumettent au tiers exploiteur, mais pour elles, c'est vraiment une manière de se protéger. C'est pas d'être passive. C'est surtout ça. Il va aussi avoir tenté de passer inaperçu le plus possible. Euh, Fait que ça va passer par tant changer son apparence physique que de déménager, de plus aller dans tel club de danseuse, de plus, tu sais, changer son type de travail du sexe pour éviter
soit qu'on la retrouve ou juste ne plus être sous le radar des tiers exploiteurs. Ensuite, j'ai aussi documenté les stratégies d'adaptation. La différence que j'ai faite entre les stratégies d'adaptation et les stratégies de résistance, les stratégies de résistance ont toujours comme objectif d'opposer une résistance à quelqu'un, d'être contre quelque chose, versus les stratégies d'adaptation, c'est plus, il n'y a pas de notion de pouvoir d'impliquer, ça va être d'essayer de se gérer soi-même, donc notamment par la dissociation. Euh, Ici, dans le fond, elles vont, pour la majorité des survivantes de violences sexuelles, la dissociation c'est un mécanisme presque automatique, si on veut, là, psychique pour réussir à passer à travers, dans le fond, l'agression sexuelle. Donc, c'est comme si la tête déconnecte du corps pour réussir à vivre, à survivre les agressions. Donc, la dissociation est aussi beaucoup mobilisée comme stratégie d'adaptation durant la situation de traite de personnes, que ce soit euh, lors des agressions, mais également après. Donc, ici, on a Michel qui a été dissociée euh, pendant des années. Elle avait elle avait complètement oublié, si on veut, ben, qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis c'est lorsqu'elle a écouté une télésérie, puis qu'elle a vu un viol collectif, elle s'est rappelée qu'elle, elle en avait déjà vu un, et ensuite qu'elle en avait vécu aussi. Puis que là, à ce moment-là, elle dit, c'est comme si j'avais revécu tous mes agressions sexuelles. Puis c'était comme la première fois où elle était émotivement, où elle les vivait émotionnellement, si on veut, là, elle pleurait, tandis que toute la situation de traite de personnes, elle était complètement dissociée, elle n'a jamais eu d'émotion, elle n'a jamais pleuré malgré toutes les agressions qu'elle a vécues. Mais c'est comme plusieurs années plus tard que là, c'est revenu, puis que ça a eu un impact vraiment fort sur sa vie. Et il y a la stratégie d'adaptation de consommer. Autant que ça peut être utilisé par les tiers exploiteurs pour tenter de manipuler ou tu sais, contrôler plus facilement les survivantes. De l'autre côté, les survivantes vont aussi utiliser la consommation pour pour être capable de juste, comment dire, survivre puis comme gérer ce qu'elles ont à vivre. Tant comme ça les déconnecte un peu de leur corps, ça brouille un peu la réalité dans laquelle elles sont. Donc la consommation va être aussi utilisée comme une stratégie pour survivre puis éviter de ressentir trop les violences. Auxquelles elles sont soumises durant la situation de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Et ici, dans le fond, je vais vous montrer, c'est un des extraits d'une survivante de ma thèse qui met de l'avant, dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, je vais vous le lire. C'est quand l'acheteur il est venu à Toronto pour nous envoyer aux États-Unis. Ça, c'est une des survivantes qui était séquestrée dans un garage à quelque part en Ontario avec son ami, justement. Puis, elle a tenté, dans le fond, comme se sauver, là, si on veut. Donc, c'est quand un acheteur est venu à Toronto pour nous envoyer aux États-Unis, j'ai pété une crise, genre j'ai faké une crise de folie. Genre, si tu me prends, tu prends une crise de folle. Fait que là, il a dit, elle, j'en veux pas, il voulait rien savoir, fait que je suis pas allée aux États-Unis. Je voulais quand même, dans le fond, ils l'ont mis à la porte de la maison où elle était, mais elle voulait quand même retourner parce qu'elle a nulle part, elle sait pas elle est où. Puis c'était comme au mois de novembre, elle était en déshabillé, elle avait froid, fait qu'elle essaye elle tape dans la porte pour essayer de rentrer. Puis ça la donne qu'à ce moment-là, il y a une voiture de police qui est passée, puis que les polices, ils ont demandé, genre, est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Elle dit non, j'ai besoin d'aide, puis elle s'est évanouie. Fait que moi, ce que je voulais mettre de l'avant avec cet extrait-là, c'est que si on porte attention seulement au texte public, soit
tel que le conçoit là, Scott, comme je vous en ai parlé tantôt dans le cadre théorique, c'est normal que dans la littérature, on va attribuer la fin de la situation de traite de personnes au travail policier, à l'intervention policière. Toutefois, quand on porte attention aux survivantes de traite de personnes pour connaître le phénomène vraiment de l'intérieur, puis de porter une attention particulière à leur agentivité, on comprend tout l'impact des stratégies de résistance que Bonnie a mis en place. Si elle n'avait pas faké, on va, tu sais, faké une crise de folie, l'auto de police, ça serait passé dans la rue, il n'y aurait rien constaté de louche, il serait passé en avant de la maison, Bonnie n'aurait pas été dehors. Il n'y aurait pas eu d'intervention policière, puis les filles auraient été vendues aux États-Unis. Euh, Tandis que là, en ayant Bonnie qui a mis en place des stratégies de résistance, euh, les tiers exploiteurs qui ont réagi en la sacrant dehors, ben, quand les policiers l'ont vue, ils ont demandé si elle avait besoin d'aide. Ils l'ont pris parce qu'elle s'est évanouie et ils sont allés cogner à la porte de la maison pour voir comme qu'est-ce qui se passe ici. Et ça l'a fait en sorte qu'ils ont démantelé ce réseau-là. Donc, si on n'avait pas eu accès aux survivantes de traite de personnes, à leur vécu et à leur agentivité, on aurait encore attribué la fin de la traite au travail policier, alors que en amont, c'est toute la survivante en arrière qui a mis des stratégies de résistance pour faire en sorte que l'intervention policière soit efficace, dans le fond. Donc, dans le fond, cette lecture différente-là, en donnant la parole aux survivantes et en prenant en compte leur agentivité, ben, c'est là que ça se trouve, selon moi, l'innovation de ma thèse, euh, parce que on vient mettre de l'avant que oui, les survivantes tu sais, vivent de la violence, mais surtout, ça vient déconstruire l'image de la victime idéale qui est passive. Au contraire, elles vont agir, elles vont résister, elles vont se protéger à travers tout ça. Puis, c'est ça, c'est justement, mon but, c'était de déconstruire cette image de la victime idéale. Et en s'attardant à l'agentivité des survivantes, c'est là qu'on peut y avoir accès. Donc, je vais conclure ma présentation ici. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous.